et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, l'émission qui est consacrée à la Régionale 3 jusqu'à la Fédérale. Donc aujourd'hui, on va parler des phases finales et à mes côtés, je vais avoir Bubu. Salut, ça va Bubu? Michel, j'allais dire Alain, en plus, l'habitude. Déjà, on m'a confondu avec Doudou ce week-end. Alors, si en plus toi tu me confonds avec Alain, c'est mal barré pour moi. On va se mettre au régime. Et l'autre chroniqueur, spécialiste des phases finales, Lolo. Comment ça va, Lolo? Salut Mylène, ça va? Ça va très bien. Bon les gars, ça a joué ce week-end les premiers matchs de phase finale. Donc on va commencer par les réserves et on va commencer les demi-finales de Régional 1. Et l'Avenir Bleu et Blanc qui jouait contre Verfeil, deux équipes qui étaient invaincues. Et malheureusement, l'Avenir Bleu et Blanc s'est incliné 26-20. Eh ben, il y allait forcément avoir un déçu et malheureusement, c'est l'Avenir Bleu et Blanc qui s'incline pour la première fois de la saison, comme tu dis. Et Verfeil qui l'emporte 26-20 et qui va aller jouer une finale de Régional 1 réserve la semaine prochaine. Ouais. Encore 26-20. Après, on n'a pas eu trop d'infos sur le match, donc on verra ce que ça donne la finale. Dommage pour cette équipe, hein, ils ont perdu le mauvais match. La BTP de la BB, ouais, ils avaient enchaîné les bons résultats. Qui avait fait une grosse phase régulière là, sans perdre un seul match, avec souvent le même groupe, d'ailleurs, il faut le citer. Ah oui, oui. Et c'était un peu le cas de Verfeil aussi, hein, qui était un peu dans la même situation. L'autre demi-finale, c'était Val 15 qui rencontrait Lozère de Quercy, et Val 15 s'est imposé 24-20. Alors il y avait aussi les quarts de finale de réserve régionale 2. Ouais, ils ont un tour de retard. Ouais. Voilà, donc là on a les Saint-Gély-Pic Saint-Loup qui jouaient contre Murville-Tézan, et Murville s'est imposé 15-12. Victoire de Murville 15-12 à la toute fin sur cette belle équipe de Saint-Gély-Pic Saint-Loup qui aura mené au score jusqu'à la 80e minute. Et là, Murville-Tézan va réussir à inscrire un dernier essai qui va crucifier les joueurs de Montpellier. Ça s'est joué à Frontignan d'ailleurs. Et ça s'est joué à Frontignan. Un peu moins de réussite pour les Rives d'Orbe qui se sont inclinés 14-22 contre Tournai Sport. Ouais, les joueurs de la banlieue de Tarbes qui avaient eu la tristesse de perdre un coéquipier courant de la semaine dernière. Ils ont quand même joué cette rencontre face aux Rives d'Orbe. Et un bel hommage d'ailleurs. Il y a eu un bel hommage et beaucoup d'émotions avec la mascotte, c'est un ourson qui est rentré sur le terrain, tout ça. Bon. Et les Rives d'Orbe qui ont fait une belle partie, mais Tournai Sport avait peut-être un petit supplément de motivation. Et Rives d'Orbe qui, à quelques minutes de la fin, pouvaient revenir. Ils étaient menés de 8 points, ils ont choisi d'essayer de marquer un essai au lieu de peut-être prendre les points au pied, il restait un peu de temps, ils n'ont pas réussi et bon, ça s'est fini 22-14, Tournai qui passe un tour de plus. Allez, on a l'Entente de la Tête qui s'est inclinée 9-14 contre l'US Lesat. Ouais, Lesat sur l'Aise, l'Entente de la Tête pour une équipe réserve qui se montait cette année. Arrivé déjà en quart de finale Occitanie, c'était magnifique, en sachant que l'Entente de la Tête a également son équipe première qui est qualifiée. On le verra tout à l'heure, mais même en finale de Challenge R2. Donc une grosse saison pour l'Entente de la Tête. Malheureusement, ils menaient à la mi-temps 6-3 et en seconde période, ils vont encaisser. J'essaie de chercher un essai à la 53e minute et des pénalités qui vont malheureusement leur coûter le match. Allez, le dernier quart de finale, donc c'était Caraman qui jouait contre Carmo-Cagnac. Blaye-les-Mines, et qui s'est imposé 11-9, donc un match très très serré, un vrai match de phase de finale. Ouais. Victoire de Caraman qui continue comme son équipe une l'année dernière, l'équipe réserve. Rester sur le bon dynamique. L'équipe réserve l'an dernier avait perdu en finale face à Murville-Tézan et là ils sont en demi, donc ils continuent sur la même lancée. Allez, donc on va enchaîner avec la Régionale 3. Allez, donc c'était les demi-finales d'Occitanie. Ibos 15 qui jouait contre La Bruguière et là un score très très serré, La Bruguière qui s'impose 18-17. Ouais, 18-17, La Bruguière qui entame mal le match, qui encaisse 3 points puis un essai casquette sur un jeu au pied contré. Ibos qui prend le match par le bon bout, qui mène 10-0.
Ils vont revenir, les joueurs de la Bruguière, avec une pénalité. Et puis sur une attaque au large des 3/4 de la Bruguière, des arrières d'Ibos va faire un avant volontaire, ce qui va donner essai de pénalité. Près de la ligne, c'était bien sûr essai de pénalité et carton jaune. Donc, voilà, on tourne à 10 partout à la mi-temps. En seconde période, la Bruguière va inscrire rapidement un essai collectif qui ne sera pas transformé, puis une pénalité également. 18-10, il reste un quart d'heure. Ibos va jeter toutes ses forces dans la bataille. Ils vont revenir avec un essai transformé. Ils vont même avoir la pénalité de la gagne, mais le buteur malheureusement va la louper. 35 mètres des perches, il va la louper. Et ben, c'est la Bruguière qui va filer en finale. Très content parce que depuis 1988, la Bruguière n'avait pas joué de finale. Et cette année, ils vont en jouer 2. Les hommes donc, qui vont jouer la finale de R3. Et les féminines qui va jouer contre Albi en Fédéral 2. Donc, une année faste pour la Bruguière. Ouais, un club complet. Garçons-filles, tout le monde tourne bien. Un terrain, on a souvent joué les phases finales à la Bruguière aussi. Hein, il me semble. Ah ouais, c'est à côté de Castres. Ouais, c'est juste à l'entrée. Le terrain est à l'entrée de la voie rapide. Là, c'est un terrain vachement sympa à jouer. Bien. Mais alors, ils vont être opposés aux vainqueurs de la Côte-Rocheuse qui jouait contre Kercorbe. Et là, on a vu une victoire de la Côte-Rocheuse 22-13. Voilà, il y avait 2 gros clients là, en demi-finale de ce côté du tableau. Donc, la mi-temps a été sifflée sur un score de 16-6 pour la Côte qui menait à la mi-temps. Kercorbe qui a marqué 13 points, un essai de Battistella et 8 points au pied de Floch. Mais en face, c'était sans compter sur le pied de Hans qui a marqué la bagatelle de 17 points. Il a été très performant. Hein, mais en fait, beaucoup de fautes de la part de Kercorbe qui n'a pas joué son meilleur match de la saison et chaque faute a été sanctionnée de l'excellent buteur Hans. Et le 23e essai de Thomas Robinet. Ouais. C'est quand même une stat assez impressionnante. C'est clair, sur une belle combine en touche. Oui, le buteur de la Côte-Rocheuse qui a mis un ballon sur la transversale et après qui a tout enquillé et qui a fait très très mal à cette équipe de Kercorbe qui avait bien démarré la partie. On sentait le match très équilibré en début de partie et puis bon, petit à petit la Côte-Rocheuse a pris le pas. Je crois qu'on a l'interview à c'est toi qui l'as fait. Hein Renaud, on est d'accord, tu peux nous l'envoyer. Bonjour et bienvenue donc à Gruissan où on vient d'assister à cette demi-finale de Régional 3, demi-finale d'Occitanie, où la Côte-Rocheuse vient de s'imposer 22-13 contre Kercorbe. Alors à mes côtés, Nicolas et Jérémy, le capitaine. Donc Jérémy, un match qui a été quand même assez difficile contre cette équipe de Kercorbe. Ouais, vous l'aviez annoncé vous-même, hein, une équipe avec de belles valeurs, des beaux joueurs de rugby, c'était rude, c'était un rugby d'affrontement. Je pense que les gens qui se sont déplacés ont assisté à une très belle rencontre, dans un bon esprit, très bien arbitré, il faut le souligner aujourd'hui. Et voilà, on s'est promis des choses en début d'année, comme beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup de vieux qui arrêtent cette année, et aujourd'hui on a dit que quoi qu'il arrive, il fallait gagner, construire ce match, être serein. Et c'est vrai que par rapport à une année où on a été beaucoup pénalisé, aujourd'hui on a été très bien sur la discipline et ça paye. C'est bien, ouais, juste 2 cartons, donc du coup... 2 cartons, c'est vraiment un progrès par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est bien. Alors j'étais avec votre consultant de choix, là, Amélie Edmonds, qui était avec moi au bord du terrain, et on était un peu surpris au début avec le vent de ne pas trop utiliser le jeu au pied, puis après on a vu que vous avez vraiment pris la possession du terrain justement avec ce jeu au pied. C'est certainement ce qui a fait un petit peu la différence. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu en début dans les vestiaires. On a dit qu'il fallait qu'on joue le ballon, qu'on profite au maximum de ces moments, de cette demi-finale. Et on se l'était dit, on joue le ballon, on se régale derrière, on a des pattes, pourquoi pas les utiliser. Devant, ils ont fait un gros match. Ils ont contré l'affrontement de cette très belle équipe de Kercorbe. Et nous, derrière, on essaie d'envoyer quelques ballons et je pense que ça a plutôt pas mal réussi. Ouais. Ouais, devant, vous avez ce jeune bâton, là, numéro 7, là, qui fait pas rire. Hein. Il est partout, ça plaque partout. Il y a eu un sacré duel aussi au niveau des centres, parce qu'en face, c'était pas mal aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez voulu chercher un petit peu à la mi-temps pour passer un petit peu par rapport à ces centres-là? On avait dit, on a vu qu'ils étaient très techniques, ils étaient assez puissants. Alors, du coup, on a resserré un petit peu 10, 12, 13, histoire qu'on les force à aller un petit peu sur les extérieurs. On a vu que sur les extérieurs, c'était un petit peu moins fort. Donc je pense que ça a bien réussi, on a très bien défendu, on a contrôlé un peu cette défense-là et on les a poussés sur le bord de touche et je pense que c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui. En conquête aussi, en touche, vous avez peut-être fait un peu la différence et ce qui vous a permis de passer devant peut-être.
Ouais, on a eu quelques problèmes cette année. On le voit, on a un pack qui est plutôt lourd. Hein, il est plutôt terrien qu'aérien. Donc, avec l'aide de Laurent Pousse, du coup, qui est venu nous amener 2-3 tips pour changer notre manière de sauter, de nous déplacer, amener 2-3 petits trucs pour jouer plus sur le dynamisme. Et voilà, et après on sait que quand on a la main sur le ballon, on est difficile à jouer, la touche est la meilleure arme de lancement qu'on a. Donc voilà, on est content quand ça paye et on ne va pas manquer de payer une bière à tous ceux qui ont amené leur petite contribution à cette performance aujourd'hui. On a vu qu'ils vous attendaient sur les ballons portés en ne venant pas au contact. Vous avez fait une petite combine qui a pas mal réussi, donc ça avait été un peu préparé tout ça. Ah, on savait que c'était un pack qui était très lourd, très physique, très dense. On savait que nous en défense, il fallait les dégonfler de suite. Si en défense, on gagnait l'affrontement là-dessus. Après, on avait notre plan de jeu pour les déplacer, un peu plus au niveau des centres, en mettant des blocs. Et voilà, ça paye aujourd'hui. Toute l'équipe a mouillé le maillot, tout le monde s'est ouvert en deux. Et aujourd'hui, c'est la victoire de la solidarité, quoi. Bien, mais messieurs, vous souhaite bonne chance donc pour la finale et bonne continuation. Donc une continuation que vous verrez sur notre antenne, évidemment. Allez, au revoir à tous. Allez, mais comme il dit Renaud, je ne sais jamais finir les interviews et c'est pas faux. Très bien, c'était très bien. Oui, en tous les cas, une équipe, c'est un match de bon niveau pour de la Régionale 3, donc certainement un client sérieux pour cette finale. Régionale 3, donc il y avait les demi-finales de Challenge aussi, et l'entente Oval-Espire qui jouait contre Nissan Colombier, et Nissan est passé juste 20 à 19. 20 à 19, l'entente du Oval-Espire qui avait fait un début de match, Tony Truant, qui a inscrit 2 essais assez rapidement par Onofri, leur serial marqueur sur ses phases finales. Il en a mis pas mal. On a vu même la semaine dernière qu'il avait fait pas mal de passes décisives, donc vraiment un client niveau en attaque. Et un second par à Lyon, il menait 19 à 10 à la mi-temps, après un troisième essai de pénalité sur un plaquage haut près des lignes. Donc contre un essai de pénalité, pareil pour Nissan Colombier, où là c'était l'ailier Ortega, il me semble, qui s'est échappé, qui a été repris par une cuillère, donc pareil, essai de pénalité. Ça, les cuillères, c'est interdit à ce niveau-là. Et donc ça a donné 19-10 à la mi-temps. En seconde période, les joueurs de Nissan Colombier ont petit à petit grappillé avec des poings au pied de Mora pour revenir à portée de fusil. Et à la 80e minute, justement, un essai d'Ortega, l'ailier qui a débordé, qui a réussi à inscrire cet essai. Et surtout la transformation de Kylian Mora, qui encore une fois aura été précieux dans son jeu au pied et aura permis à son équipe de s'imposer et d'accéder à la finale. L'année de la reconstruction, de la renaissance, je ne sais pas comment on dit. Il n'a pas eu le pied qu'à trembler, quand même. Non. Parce que celle-là, il ne fallait pas la manquer. C'est souvent difficile. Donc Nissan qui s'en sort bien, le jeune Ortega a dû passer de bonnes soirées. Ils ont dû l'arroser comme il faut, je pense. Ouais, sûrement. Ouais. Alors l'autre demi-finale, c'était l'AS Bastidienne qui jouait contre Panjas Hack. Et là aussi, un tout petit point d'écart, 14-13 pour Panjas AC. Ouais, l'équipe gersoise de Panjas contre les Hauts-Garonnais de la Bastide qui menait 8 à 0 à la mi-temps. Et on voit que le score a été triqué jusqu'au bout. L'équipe de Panjas qui est un peu notre inconnu, on ne connaît pas trop cette équipe, un peu plus la Bastide. Panjas qui a marqué donc un essai par Dupérier à la 20e et contre 2 essais à la Bastide, marqué par Ramassami. Oui, non, mais il n'y en a qu'un en fait. Apparemment, ouais. Il y a marqué 2, mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Ouais. De Ramassami, et ensuite le reste s'est fait au pied. Voilà, comme je disais, on ne sait pas grand-chose. On ne connaît pas trop. Ouais. C'est leur buteur Ducom qui à la 77e a inscrit une pénalité qui leur a permis de passer devant d'un petit point et d'accéder à cette finale contre Nissan Colombier. Ouais, ça va être indécis, là, 2 équipes qui sont passées d'un tout petit point. Ça promet Nissan connaît bien. Et on peut penser quand même que Panjas, s'ils sont arrivés en finale, s'ils sont à ce niveau de la compétition, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Voilà. Bien, on continue donc, on passe à la Régionale 2. Donc, Régionale 2, première demi-finale d'Occitanie, on avait Caraman qui jouait Castelnau-Montratier. Et Castelnau s'est imposé 19 à 13. Et ouais, Caraman qui s'arrête en demi-finale. Il ne faut pas oublier quand même que l'an dernier, ils avaient fait le triplé terroir Occitanie-France. Difficile de faire, mieux. Cette année, en plus, ils sont montés de division. Donc là, ils avaient quand même pris le match par le bon bout avec un essai assez rapide de Kluskar et des points au pied de
de Co. Ils menaient 10-9 à la mi-temps. Et ils vont prendre, malheureusement pour eux, un essai de pénalité à la 76e qui va venir les crucifier et les décrocher au score, parce qu'ils menaient à ce moment-là 13-12. Ils vont quand même avoir des opportunités, des actions, mais un petit en avant près de la ligne de Castelnau-Montrattier va malheureusement sceller le sort de la victoire pour Castelnau, et cette victoire donc 19-13. Et justement, on nous reproche souvent de pas parler des clubs un petit peu inconnus. Et moi, je me suis intéressé, j'ai fait un petit focus sur cette équipe de Castelnau-Montrattier, on a un peu de temps. Pour la situer un peu, c'est un club qui est situé dans le Lot, commune de 1926 habitants, dans le Quercy, un charmant pays du Quercy. Le club a été créé en 72, donc c'est quand même un vieux club, sous l'impulsion du docteur Weiss à l'époque, et qui était maire du village. Et ce club a été fondé par une bande de copains, Malmont, Verdier et Chazaring, pour ne pas les nommer, parce que malheureusement, je pense que peut-être ils ne sont plus de ce monde, avec une école de rugby créée en 76, donc un club quand même 1926 habitants, école de rugby créée en 76. Et Michel, ça va te faire plaisir, école de rugby qui a été labellisée en 2016. Voilà. Et le stade, l'historique, c'était la minute histoire. Voilà. Et le stade de l'équipe de Castelnau-Montrattier qui joue dans le stade Claude Coco-Battu, qui est disparu en 78 pour être totalement complet. J'aime bien de temps en temps qu'on fasse ça. Tu fais bien. Et 1700 spectateurs, il y avait à cette rencontre à Villemur-sur-Tarn. Voilà, donc 1926 habitants, 1500 spectateurs. Il y a deux équipes d'accord, mais quand même, carrément c'est suivi aussi. Hein, tout le monde était là. Voilà, ça fait plaisir. Quoi, voilà. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de rugby qui ont démarré comme ça entre copains. J'en connais d'autres. Hein, et qui ont eu de la réussite aussi. Carrément, il est reparti comme ça d'ailleurs. Voilà. C'est souvent l'essence de notre moteur au niveau du rugby. Dans la deuxième demi-finale, là c'était le choc de notre coin, les Rives d'Orbe qui jouaient Corbière 15, et là c'est les Corbière 15 qui est resté maître de la situation. Ouais, score au final 34-22 pour Corbière 15, mais rien ne fut facile pour Corbière 15. Le score est un peu lourd, il n'y avait que 22 à 27 il me semble. Et en fait le coup de grâce à la fin, la mi-temps a été sifflée à 16-11 pour Corbière 15, devant je pense plus de 1000 spectateurs. Il y avait quand même une grosse affluence. Les Rives qui ont marqué 2 essais par Valentin Lafont et Le Chêne, 12 points au pied d'Armengo, et Corbière 15 qui a marqué 3 essais par Drujon, Mendoza, Rodriguez, des noms qui nous parlent, et encore une fois 19 points au pied de Chiquillou, donc l'importance d'un buteur dans ces phases finales. Drujon, il a marqué un essai, il en a fait marquer un deuxième. Et à noter quand même que Corbière 15 a joué à 14 pendant une mi-temps. Et oui. Après un carton rouge donné à Bousquet, alors de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai vu, je pense que c'était pas trop le destinataire du carton. Apparemment, c'était pas la bonne personne. Encore une fois. Et Rive d'Orbe aussi a joué à 14 parce que le soigneur a pris un carton rouge, donc ils étaient obligés de sortir un joueur, c'est le règlement. Ça, c'est pas une bonne chose. Prendre un carton rouge. Non, mais jusqu'à la 80e, le score était de 27-22 pour Corbière 15. Ouais, les Rives qui ont essayé jusqu'au bout, et ils ont pris un contre là, et un essai assassin, alors qu'ils jetaient toute leur force dans l'attaque pour essayer de marquer cet essai qui leur permettrait de les coiffer au poteau. Mais Corbière 15, avec l'expérience, a réussi à récupérer le ballon, à contrer. On savait que ça allait être un choc ce match-là, mais Corbière, sur le papier, était un peu plus. Les Rives d'Orbe, ils ont fait plus que rivaliser. Hein. Ils les ont inquiétés jusqu'au bout. Les Rives d'Orbe, d'autant plus qu'ils étaient quand même en finale des terroirs, demi-finaliste régional 2, et le champion de France qui va se profiler. Donc, belle saison quand même pour cette jeune. Deux demi-finales, la B et la première. Cette jeune équipe des Rives, parce que quand même, quand on regarde l'effectif qui était aligné sur le terrain, c'est jeune. Rien que les noms que tu as cités, Valentin Lafont, Le Chêne, c'est des jeunes joueurs qui sont passés par chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, tout à fait, c'est pour ça. Allez, on passe donc sur les demi-finales du challenge. Et là, Ouveillan Cuxac jouait contre Séméac. Et là, encore une fois, c'est vraiment les phases finales. Les scores, c'est. Un petit point. Donc là, les supporters, il faut qu'ils aient le cœur solide, parce qu'à mon avis, ça devait trembler jusqu'à la fin. Ouveillan Cuxac, qui s'est imposé grâce à une pénalité de Rosic, son buteur, à la 75e. Hein, donc, les 5 dernières minutes, ça a dû être bien chaud. Il menait quand même 11-6
après un essai de Cribaillé et une pénalité de Roujas et une de Rosic à la mi-temps. Et Semeac va inscrire un essai à l'heure de jeu par Mackenzie pour repasser devant. Et cette dernière pénalité va arriver à la 75e et délivrer nos amis de Bertrand Artero et d'Ouveillan Salel, qu'on oublie souvent, qui va les envoyer en finale. Hein. Vraiment, bravo à la OCS. L'importance des buteurs en phase de finale. Fois, on s'en rend compte sur tous les matchs. C'est souvent eux qui font la différence. La deuxième demi-finale, c'était donc Rougier qui jouait contre Entente de la Tête. Et là, l'Entente de la Tête s'est imposée 13-8. Oui, la demi-finale challenge qui se jouait à côté de chez nous à Montréal, qui n'a pas attiré les grandes foules, 300 spectateurs. Bon, après, c'est vrai que peut-être les clubs ne suivent pas tous de la même façon. L'Entente de la Tête, les Catalans qui joueront leur finale du challenge après s'être débarrassé de Rougier, donc avec un essai de Marin. L'Entente de la Tête, Loulou, qui avait la réserve qui jouait en même temps. Oui, également. C'était la veille. Le samedi et le dimanche. Oui, ils avaient joué le samedi. Et donc une transformation et 2 pénalités de Casellas. Et pour alors Camarès, Rougier, c'est Camarès, oui. Camarès, un essai de Dressaire, 35e minute, et une pénalité de Castan. Voilà, bon, après, la Tête qui ira défier. Ils étaient menés 8-0 à la mi-temps, les Catalans, mais ils ont réussi à resserrer les boulons. Là. Les entraîneurs ont trouvé les mots pour les remobiliser pour la seconde période et ils ont réussi à passer devant et à se qualifier pour cette finale. Les Catalans ne sont jamais vaincus. Tant que la fin du match n'est pas sifflée, il faut toujours s'en méfier. Bien, on va passer donc maintenant à Régional 1. Allez, première demi-finale d'Occitanie, Tarascon qui jouait contre Trèbes et Trèbes qui s'est imposé 25-22. Là aussi, un match encore serré. C'est pour toi, Lolo. Oui, à la mi-temps, Trèbes menait 16-13 à la Rocodolme contre Tarascon. Et un choc aussi de cette régionale 1, puisque Tarascon avait terminé premier de sa poule et Trèbes également. Ouais, deux équipes qui ont fait super. Deux équipes qui ont fait un très bon parcours. Il a encore un score très serré. Il a encore un dénouement dans les dernières minutes. Et encore une fois, quand même, à 82e minute, encore une fois, le rôle prépondérant des buteurs. Michael Murcia, cette année, il en a ranqué quelques-unes. Côté très bien, il a été très efficace. On le verra sur les prochaines émissions aussi avec la fédérale. Le buteur maintenant un rôle prépondérant dans le championnat et dans les phases finales surtout. Donc, Tarascon ça valide en tout cas la montée en fédéral 3 pour cette équipe de Trèbes, vu qu'ils accèdent à la finale et que Tarascon avait été numéro 1, ils étaient déjà sûrs de monter. Et en tout cas, les Trébéens qui ont pris le dessus sur les 10 dernières minutes et qui ont fait la différence, c'est grâce à leur buteur qui va inscrire cette pénalité à la 82e et qui va leur permettre de. Rappelons-nous d'où revient cette équipe de Trèbes il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, où on leur souhaitait le meilleur à toutes les émissions. Et là, c'est une résurrection un petit peu en ayant trouvé un groupe, une belle restructuration du club avec de très bons joueurs, toujours des bons dirigeants. Et c'est le travail qui paye. Ils ont fait des bonnes recrues. Ils ont pas mal de joueurs aussi issus de la formation du RBC, l'école Bassin Carcassonne. Mais notamment, un coup de chapeau aussi au fils d'un de mes potes, le petit Armengol, qui est un jeune joueur qui enquille des matchs, puisqu'il était remplaçant aussi sur ce match. Ça prouve, comme tu le dis, que la formation, Michel, ça paye et que ça alimente aussi les petits clubs en retour. Exactement. Donc, deuxième demi-finale, c'était Magnoac qui jouait contre Mazères-Cassagne. Donc, Magnoac qui s'est imposé 19-13. Est-ce qu'on a des petits retours là-dessus? On a des retours. Encore Mazères-Cassagne qui menait 10-6 à la pause. Et un essai va être inscrit à la 76e par Dasté pour Magnoac, donc le capitaine, qui va inscrire l'essai, qui va donner la gagne à son équipe, avec en plus une pénalité à la 82e minute pour accentuer un peu le score. Mais voilà, Magnoac qui est le club
du frère Antoine Dupont, qui jouait, il me semble, en demi de mêlée. Donc, Il joue pas bon, ça ne saurait mentir. Non, c'est pas des frères jumeaux. non, je crois Bon, pas. ça va alors. Bon, ça ne saurait mentir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, on passe donc aux demi-finales du challenge de Régional 1. Donc Verfeuille, qui s'est déjà qualifié en réserve, Voilà. s'est aussi imposé Plus largement. un challenge 28-6. C'est peut-être le score le plus large depuis le début de l'émission, là, 28-6. contre Verfeuille, Coteau de Larry, ouais. Sanko Furir qui accède à cette finale. Ils nous ont même envoyé des petites photos. Je ne sais plus si c'est la B ou la première. Alors, on ne sait toujours pas où c'est Verfeuille parce que, à part nous dire des mots doux, à part on nous a envoyé des mots doux à 3h du matin. C'est-à-dire, quel genre de mots doux? Des mots doux, ça va. Je ne sais pas trop s'il a fait exprès ou pas. Je te montrerai, c'est pas grave. Après, quand j'ai répondu, j'ai plus de réponse après. Donc, je ne sais toujours pas où c'est. Donc, si la semaine prochaine, tu veux me dire exactement où c'est Verfeuille, on pourra en débattre plus. Je peux y travailler, mais je pense que c'est pas loin de Toulouse. Quand même. Oui, c'est vers là, un peu dessus. J'ai regardé quand même. On avait dit que c'était Verfeuille, mais voilà. Je ne savais pas trop. Verfeuille, non, Verfeuille. Allez. N'ironisez pas avec le nom de... Après, c'est moi qui reçois les messages. Je sais, c'est toi qui reçois les mots. Allez, dernier match, donc Toulouse-Lalande à Campville qui jouait contre Mogio Carnon. Et Mogio s'est imposé 27-19. 27-19, les Melgoriens qui jouaient à Olonzac et qui ont pris le dessus plutôt devant en seconde période. Ils ont été assez incisifs en défense aussi sur les moments clés et ils ont réussi à l'emporter. Ils ont bien usé avec leurs 5 de devant qui ont avancé tout le match et ils ont réussi donc à s'imposer, à accéder à cette finale. La personne qui m'a envoyé le compte traduit, Yvan Vincent, m'a dit que la rencontre s'était jouée dans un très bon état d'esprit. Et Olonzac avait fait une super réception pour les deux équipes, donc c'était une belle récompense quand même pour les joueurs de d'Yvan, parce que la poule de Régional 1 était quand même solidos. Ouais. Et se retrouver en finale du challenge, c'est pareil, hein, personne ne galvaude ce challenge. Un titre, c'est un titre. Une finale, c'est une finale. Voilà, au début, on disait ouais, c'est le Pampan et compagnie. Regarde, tous les matchs sont accrochés, il n'y a personne qui lève le pied. Pampan, je préfère jouer la finale du Pampan qu'être à la plage. Je suis d'accord avec toi. Nous, on n'a jamais dit ça. Je te rassure. C'est quand même bien parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces régionales, il y a 3 catégories. Des anciennes séries, donc voilà, ça permet quand même à chaque équipe d'y trouver son compte. Donc, surtout qu'on le redit, quand on voit les équipes qui avaient en Régional 1 sur la poule, entre Fleury, Capestan, Tarascon, Plage d'Or, tout ça. C'était relevé. Belle poule du monde. Très bien, mais messieurs, on va se retrouver demain pour les pronostics. Après-demain, pour les pronostics de ce week-end. Et merci à vous et à bientôt. Allez, salut. C'est quand même pour les petits.